Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Le premier exposé de l'après-midi sera celui de Jacques Bouvresse, que je ne présenterai pas dans ces lieux. Il a pour titre Bertrand Russell, la science, la démocratie et la poursuite de la vérité. Je lui passe la parole. Je vous remercie. J'ai mis l'expression la poursuite de la vérité entre guillemets parce que c'est le titre d'un essai de Russell que je serai amené à citer à une ou deux reprises. Alors, si j'avais suffisamment de temps, j'aurais pu essayer de traiter les 5 questions, successivement, les 5 questions dont j'ai donné la liste, mais malheureusement, je manquerai certainement de temps pour le faire. En outre, il se trouve que certains aspects de ces problèmes, et même certains d'entre eux, ont déjà été traités assez largement ce matin, en particulier la question 5, les idéaux politiques et les choix pragmatiques de Russell. Jean-Jacques Rosat a déjà parlé de ça. Il a cité notamment un ouvrage dont j'avais l'intention de vous parler un peu, donc, qui s'appelle Political Ideals, qui est de 1917, et qui présente une particularité, c'est qu'il n'a pu être publié en 1917 qu'aux États-Unis. Sa publication en Angleterre a été refusée, pour des raisons dont Jean-Jacques Rosat vous a donné une idée, et il n'est devenu disponible qu'en 1963. Alors, dans cette 5e partie, j'avais prévu de vous parler un peu longuement de l'espèce de contraste qu'il y a, si vous voulez, entre la stabilité assez remarquable des idéaux politiques que Russell a défendus. Je crois qu'il n'a pas beaucoup changé au cours de sa longue existence sur ce point. En revanche, évidemment, ses choix politiques ont évolué de façon considérable. Par exemple, simplement entre 1945 et 1970, l'année de sa mort, il a parcouru une distance réellement considérable. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de ça. Je vais en tout cas essayer au moins de vous donner une idée de chacune des questions dont je suis en train de vous parler. Alors, je commence par la première. Donc, peut-il y avoir des raisons de croire autre que la vérité de la croyance? Et vous savez déjà, pour avoir entendu sur ce point Pascal Angel, que la réponse de Russell est catégoriquement non. La seule raison sérieuse de croire une proposition est constituée par les raisons qu'on a de penser qu'elle est vraie. Il ne peut pas y en avoir d'autres si on pense le contraire, c'est-à-dire si on s'autorise à croire une proposition pour des raisons autres que le fait qu'elle est vraie ou qu'elle a des chances raisonnables d'être vraie, alors on va au-devant des pires catastrophes. Et Pascal Angel ce matin a signalé que c'était au fond à peu près l'équivalent du principe défendu par William Clifford, qui est considéré comme le principe constitutif de ce qu'on appelle The Ethics of Belief, donc l'éthique de la croyance, qui est le titre d'un article publié en 1877 par William Clifford, un article qui a été critiqué très sévèrement par William James 20 ans plus tard, en 1897, dans The Will to Believe, donc la volonté de croire. Alors Russell défend un principe qui est tout à fait analogue à celui-là. Je crois que Pascal Angel avait déjà cité ce matin le texte où ce thème est développé de façon très, très caractéristique. Je vais néanmoins le citer à nouveau parce qu'il joue réellement un rôle fondamental. Russell dit « Dès lors qu'on soutient qu'une croyance quelconque, de quelque nature qu'elle soit, est importante pour une autre raison que le fait qu'elle est vraie, toute une armée de mots est prête à surgir. Le découragement de la recherche est le premier de ceux-ci, mais d'autres suivront à peu près à coup sûr. Les positions d'autorité seront ouvertes aux orthodoxes. Les comptes rendus historiques doivent être falsifiés s'ils jettent un doute sur des opinions reçues. Tôt ou tard, on en arrivera à considérer la non-orthodoxie comme un crime qui doit être traité par le bûcher, la purge ou le camp de concentration. Je peux respecter les hommes qui arguent que la religion est vraie et par conséquent doit être crue, mais je ne peux qu'éprouver une réprobation morale profonde pour ceux qui disent que la religion doit être crue parce qu'elle est utile et que se demander si elle est vraie est une perte de temps. Si on ne devait en principe accepter en aucun cas une croyance pour une raison autre que le fait qu'elle est vraie,
On ne devrait bien entendu pas davantage se sentir autorisé à rejeter une croyance pour une raison autre que le fait qu'elle est fausse. Russell considère que le risque qu'on prend en admettant que des croyances peuvent être adoptées légitimement pour des raisons autres que leur vérité, il considère ce risque comme beaucoup plus grand, en fin de compte, que celui qui pourrait résulter de l'adoption de croyances qui, bien que vraies, semblent à première vue trop insupportables ou trop dangereuses pour pouvoir être acceptées. C'est un point sur lequel il n'est pas du tout disposé à transiger. Sur ce point, il défend une position particulièrement radicale. Il dit par exemple ceci: si l'on vous dit que vous souffrez d'un cancer, vous acceptez l'opinion avec autant de courage que vous le pouvez, en dépit du fait que la douleur qui vous est infligée est plus grande que celle qui vous serait causée par une théorie métaphysique inconfortable. Mais là où il est question de croyances traditionnelles à propos de l'univers, les peurs poltronnes inspirées par le doute sont considérées comme dignes d'éloge, alors que le courage intellectuel, à la différence du courage dans la bataille, est considéré comme dépourvu de sentiments et matérialiste. Cette attitude est peut-être moins présente qu'elle ne l'était à l'époque victorienne, mais elle l'est toujours à un degré élevé, et elle continue à inspirer des systèmes de pensée de grande envergure qui ont leurs racines dans des peurs indignes. Je ne peux pas croire, et je dis cela avec toute l'insistance dont je suis capable, qu'il puisse y avoir une quelconque bonne excuse pour refuser d'affronter les éléments de preuve, the evidence, les éléments de preuve qui parlent en faveur d'une chose non désirée. Ce n'est pas par l'illusion, aussi élevée qu'elle puisse être, que l'humanité peut prospérer, mais seulement par le courage et la constance dans la poursuite de la vérité. Alors, sur ce point, je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce thème, mais ça serait intéressant de le faire. Russell, d'une façon qui l'aurait certainement surpris, se trouve beaucoup plus proche de Nietzsche que probablement il ne le pensait, parce que tous les deux défendent l'idée qu'il faut avoir le courage de ne pas croire. Il faut avoir le courage de refuser de croire. C'est un point sur lequel il n'y en a pas beaucoup, ils sont je crois, entièrement d'accord. Alors, il ne faut pas oublier que pour Russell, la tâche principale de la philosophie devrait être de nous apprendre à vivre sans certitude. Il dit textuellement cela, que l'objectif principal de la philosophie est de nous apprendre à vivre sans certitude, et il pensait que nous pouvons le faire, je veux dire vivre sans certitude, nous pouvons le faire à un degré bien plus élevé qu'on ne le croit généralement. Du point de vue personnel, il ne semble pas avoir jamais souffert du manque de certitude auquel il semble que, de son propre aveu, nous devions nous résigner, et dont il s'avère que même la science n'est pas en mesure de le combler. Elle n'est pas en mesure de combler le manque de certitude, c'est même plutôt l'inverse qui s'est produit dans les faits. Et du point de vue social et politique, Russell a toujours été convaincu que ce ne sont pas les rationalistes et les sceptiques, il n'est guère possible de son point de vue de choisir la rationalité sans consentir en même temps à une certaine forme de scepticisme. Donc ce ne sont pas les rationalistes et les sceptiques qui présentent le vrai danger, sûrement pas eux, mais les détenteurs de croyances dogmatiques. Dans un texte intitulé « Can Religion Cure Our Troubles ?» donc la religion peut-elle guérir nos ennuis, un texte qui a été publié pour la première fois en 1954, il écrit ceci: je ne crois pas qu'un déclin de la croyance dogmatique puisse faire autre chose que du bien. Donc vous voyez, c'est tout à fait clair. J'admets tout à fait que les nouveaux systèmes de dogmes, comme ceux des nazis et des communistes, sont encore pires que les anciens systèmes, mais ils n'auraient jamais pu acquérir une emprise sur les esprits des hommes si des habitudes dogmatiques orthodoxes n'avaient pas été instillées dans la jeunesse. Quand je dis que c'est un point sur lequel Russell, même en vieillissant, c'est-à-dire à un moment où, de façon générale, le courage intellectuel de la jeunesse a tendance à céder la place à une certaine lâcheté, donc quand je dis que c'est un point sur lequel il n'a jamais été prêt à faire des concessions, je me réfère à ce qu'il dit lui-même immédiatement avant le passage de la poursuite de la vérité que j'ai cité il y a un instant. Il dit ceci: « J'ai résolu, depuis le début de ma recherche, que je ne me laisserai pas entraîner par le sentiment et le désir à des croyances trompeuses pour lesquelles il n'y aurait pas de bons arguments. Le monde est encore plein de gens qui, quand ils éprouvent un sentiment qu'ils jugent eux-mêmes être beau ou noble, sont persuadés qu'il doit trouver un certain écho dans le cosmos. Ils supposent que ce qui leur semble être une sublimité éthique ne peut pas être causalement dénué d'importance. L'indifférence aux joies et aux chagrins humains qui semble caractériser le monde physique doit, croit-il, être une illusion. Et ils s'imaginent que la douleur que causent certaines croyances est une preuve de leur fausseté. » La formule est remarquable. Ils s'imaginent que la douleur que causent certaines croyances est une preuve de leur fausseté. Cette façon de regarder les choses me semblait, dans ma jeunesse, et me semble toujours,
une évasion indigne. Et c'est manifestement de cette façon-là qu'il a continué à considérer cette façon de voir dans sa vieillesse. Russell, vous vous en doutez, est tout à fait conscient des conséquences spectaculaires et dévastatrices qu'aurait apparemment dans toute une série de domaines, en particulier celui des pseudosciences, celui de la religion et celui de la vie sociale et politique en général, une application stricte de la maxime qui prescrit de ne croire que des choses qu'on a des raisons sérieuses de considérer comme vraies. Dans un texte intitulé On the Value of Scepticism, qui est paru en 1928, il commence par annoncer qu'il va argumenter en faveur d'une doctrine qui, bien qu'elle soit à première vue paradoxale au plus haut et subversive au plus haut degré, donc il va argumenter en faveur d'une doctrine qui, en dépit de ce caractère paradoxal et subversif qu'elle semble présenter, une doctrine qui lui semble néanmoins rester tout à fait défendable. S'il y a des raisons de croire que cette doctrine est vraie, bien entendu, les conséquences pratiques qui sont susceptibles de résulter de son acceptation, même si elles peuvent susciter une certaine appréhension, ne sauraient de toute évidence constituer une raison de renoncer à la défendre. Alors, en quoi consiste la doctrine en question ? Russell la décrit de la façon suivante. La doctrine en question est celle-ci, qu'il n'est pas souhaitable de croire une proposition s'il n'y a pas de raison d'aucune sorte de supposer qu'elle est vraie. Je crois que, parce que l'Angèle a aussi cité ce passage ce matin, je dois bien entendu admettre que si une telle opinion devenait celle de tout le monde, cela transformerait complètement notre vie sociale et notre système politique. Donc ça, à première vue, ça introduirait des changements considérables. Puisque tous les deux sont actuellement irréprochables, cela ne peut pas ne pas peser contre elle. Alors ici, évidemment, Russell, vous en doutez, ironise assez lourdement, et puis il dit que si on suppose évidemment que notre système actuel est irréprochable, alors il ne faut surtout pas prendre au sérieux ce genre de doctrine qui pourrait effectivement constituer un danger sérieux pour le système en question. Je suis également conscient, ce qui est plus sérieux, dit-il, du fait qu'elle tendrait, donc cette affirmation, c'est l'affirmation selon laquelle la seule bonne raison qu'on peut avoir de croire une proposition est le fait qu'elle est vraie. Donc cette affirmation, si elle était vraie et si elle était acceptée, tendrait à diminuer les revenus des voyants, des bookmakers, des évêques et d'autres personnes qui vivent sur les espérances irrationnelles de ceux qui n'ont rien fait pour mériter la bonne fortune ici-bas ou après. En dépit de ces arguments sérieux, je soutiens qu'une réclamation peut être établie en faveur de mon paradoxe et je vais essayer de l'exposer. Donc là, oui, qui défend une position particulièrement radicale, qui consiste à dire, en gros, qu'il y a toujours plus à gagner dans le fait de se débarrasser d'une illusion que dans le fait d'essayer de la conserver. En dépit de toutes les apparences du contraire, pourrait sembler, par exemple, une bonne partie de la vie sociale et politique repose sur la préservation de certaines illusions, ou en tout cas de propositions de conviction qu'il n'y a aucune raison de considérer comme vraies, eh bien, Russell maintient néanmoins que, contre toute attente, il y a toujours avantage à se débarrasser d'une illusion plutôt qu'à essayer de la conserver. Autrement dit, une application stricte par tout le monde du principe selon lequel on doit s'efforcer de ne croire autant que possible que des choses vraies, ou qui du moins ont des chances sérieuses d'être vraies, une application stricte donc, de ce principe, si elle introduirait assurément des changements importants dans la vie sociale et politique, n'aurait pas le genre de conséquences catastrophiques que l'on prédit généralement. Ça veut dire ceci, que l'illusion et le mensonge ne sont peut-être pas aussi indispensables à la vie en société, ils ne sont pas indispensables à un degré aussi élevé qu'on le croit la plupart du temps. Ils ne devraient en tout cas pas l'être dans des sociétés qui ont la prétention d'être réellement démocratiques. J'en viens maintenant à la deuxième question que j'avais prévu d'aborder, la démocratie et la méthode scientifique. La question qui se pose est en quoi consiste exactement le lien qui existe du point de vue de Russell entre la démocratie, l'importance primordiale qui est accordée à la question de la vérité et la place privilégiée qui est reconnue à la science, ou peut-être plus exactement, faudrait-il dire, à la méthode scientifique. La réponse, en ce qui concerne les deux derniers éléments de la triade, n'est pas difficile à découvrir, puisque, en dépit de tout ce qu'on peut trouver à lui reprocher, par ailleurs, c'est certainement encore, du point de vue de Russell, la science qui donne le meilleur exemple de ce que peut être une recherche de la vérité qui se distingue rigoureusement de celle de l'utilité ou de l'agrément et qui peut se flatter en outre d'avoir remporté et de continuer à remporter des succès que personne, ou pratiquement personne, ne peut contester sérieusement. En d'autres termes, de toutes les activités intellectuelles qui prétendent à la connaissance, la science est probablement celle qui a le moins peur
du genre de vérité qu'elle est susceptible de découvrir et qui est la moins susceptible de céder à l'illusion que la vérité doit correspondre à nos aspirations et à nos attentes. Russell, bien entendu, n'ignore pas que dans des sociétés comme les nôtres, c'est probablement bien moins à cause des vérités qu'elle découvre que pour une raison beaucoup plus pratique, à savoir le pouvoir qu'elle nous procure sur la nature, que la science est appréciée. Vous voyez ce qui est dit, par exemple, dans ce passage. La science, comme son nom l'implique, est en premier lieu une connaissance. Par convention, elle est une connaissance d'une certaine espèce, à savoir l'espèce qui cherche des lois générales, connectant un certain nombre de faits particuliers. Graduellement, cependant, l'aspect de la science comme connaissance est repoussé à l'arrière-plan par l'aspect de la science comme pouvoir de manipuler la nature. C'est parce que la science nous donne ce pouvoir de manipuler la nature qu'elle a plus d'importance sociale que l'art. La science, en tant que poursuite de la vérité, est l'égale, mais non la supérieure de l'art. La science comme technique, bien qu'elle puisse avoir une valeur intrinsèque réduite, a une importance pratique à laquelle l'art ne peut aspirer. Donc oui, que Russell parle d'une importance sociale plus grande de la science, plus grande que celle de l'art, mais en aucun cas d'une importance intrinsèque plus grande de la science que de l'art. On peut remarquer, en passant, que l'idée d'attribuer à la science le monopole de la poursuite de la vérité et de la recherche de la connaissance authentique est tout à fait étrangère à Russell, puisqu'il accorde de ce point de vue des prérogatives égales à l'art. Et il n'est pas davantage tenté de considérer le progrès de la science comme étant automatiquement synonyme de progrès tout court. Vous voyez, par exemple, ce passage, l'homme, dit-il, a été empêché jusqu'à présent de réaliser ses espérances par l'ignorance concernant les moyens. À mesure que cette ignorance disparaît, il devient plus capable de modeler son environnement physique, son milieu social, et lui-même de façon à leur donner les formes qu'il estime les meilleures. Dans la mesure où il est sage, son pouvoir nouveau est bénéfique. Dans la mesure où il est stupide, c'est tout à fait l'inverse. Si, par conséquent, une civilisation scientifique doit être une bonne civilisation, il est nécessaire que l'accroissement de connaissances soit accompagné par un accroissement en sagesse. J'entends par sagesse une conception correcte des fins de la vie. C'est une chose que la science en elle-même ne fournit pas. L'accroissement de la science par lui-même, en conséquence, n'est pas suffisant pour garantir un progrès authentique quelconque, bien qu'il fournisse un des ingrédients que requiert le progrès. Il ne fournit véritablement rien de plus aux yeux de Russell que cela, un des ingrédients que requiert le progrès. Dans le chapitre 27 de The Scientific Outlook, donc la vision scientifique des choses, dans ce chapitre 27 qui est intitulé Science and Values, donc science et valeurs, Russell observe qu'un des sujets d'inquiétude principaux qui peuvent provenir et proviendront probablement de plus en plus dans l'avenir de la place déterminante occupée par la science et de l'influence croissante qu'elle exerce sur nos sociétés, donc un des sujets d'inquiétude réside dans le remplacement progressif de la science comme produit du désir de connaissance par la science comme produit du désir de pouvoir. Une autre façon de caractériser cette évolution est celle qui consiste à parler de, je cite, passage de la contemplation à la manipulation. C'est une formule qui est de lui. Passage de la contemplation à la manipulation. Vous voyez à ce propos ce qui est dit dans le passage que vous avez sous les yeux. L'amour de la connaissance auquel est dû le développement de la science est lui-même le produit d'une double impulsion. Nous pouvons chercher la connaissance d'un objet parce que nous aimons l'objet, ou parce que nous souhaitons avoir du pouvoir sur lui. La première impulsion conduit au genre de connaissance qui est contemplatif, la deuxième au genre qui est pratique. Dans l'évolution de la science, l'impulsion qui vise le pouvoir l'a emporté de plus en plus sur l'impulsion qui cherche l'amour. L'impulsion qui vise le pouvoir est incarnée dans l'industrialisme et dans la technique gouvernementale. Elle est incarnée également dans les philosophies connues sous les noms de pragmatisme et d'instrumentalisme. Chacune de ces philosophies, au sens large, soutient que nos croyances concernant un objet quelconque sont vraies dans la mesure où elles nous rendent capables de manipuler de façon avantageuse l'objet en question pour nous-mêmes. C'est ce que l'on peut appeler une conception gouvernementale de la vérité. Une formule quasi foucaldienne, si je peux me permettre de faire cette observation. De la vérité ainsi conçue, la science, dit Russell, nous offre la vérité conçue donc
comme pouvoir, comme entrer en possession de la réalité. Donc de la vérité ainsi conçue, la science nous offre une quantité importante. Effectivement, il ne semble pas y avoir de limite à ces triomphes possibles. À l'homme qui désire changer son environnement, la science offre des outils d'une puissance étonnante, et si la connaissance consiste dans le pouvoir de produire des changements que l'on a en vue, alors la science nous procure la connaissance en abondance. Mais, observe Russell, le désir de connaître peut prendre également une autre forme, qui appartient à ce qu'il appelle un univers émotionnel différent. Il souligne, par exemple, que le mystique, l'amoureux et le poète sont également des chercheurs de connaissances. Il n'hésite pas à leur attribuer la recherche, donc d'une certaine forme de connaissance. Le mystique, l'amoureux et le poète sont également des chercheurs de connaissances, peut-être pas des chercheurs dont les efforts sont couronnés de beaucoup de succès, mais des chercheurs néanmoins dignes de respect pour cette raison, à savoir parce qu'ils sont véritablement des chercheurs de la connaissance et de la vérité. Autrement dit, le fait que la science a apparemment mieux réussi dans la recherche de vérité, en tout cas de vérités sur lesquelles tout le monde est prêt à s'accorder, ce fait ne l'autorise pas à mépriser les autres façons de chercher la vérité. Mais ce qui, pour Russell, est tout aussi incontestable par ailleurs, est que le risque de dogmatisme est plus réduit dans la science que dans la plupart des autres disciplines intellectuelles, et que plus le dogmatisme est naturel et même de rigueur dans l'une d'entre elles, dans l'une de ces disciplines intellectuelles, comme c'est le cas par exemple dans la théologie, plus sa valeur éducative est réduite et son emprise sur les esprits dangereuse. Un autre sujet d'inquiétude pour l'avenir, et même peut-être déjà pour le présent, s'est ajouté à la subordination de plus en plus accentuée de l'aspect contemplatif à l'aspect utilitaire de la science. Il est lié à ce que l'on peut appeler la tension entre l'exigence de vérité et l'exigence de véracité, dont il a déjà été question ce matin, et cette tension, pour ne pas dire cette contradiction, entre d'un côté l'exigence de vérité et de l'autre l'exigence de véracité, constitue, comme vous le savez sans doute, l'objet du dernier livre qui a été publié par Bernard Williams sous le titre Truth and Truthfulness, donc vérité et véracité. Ce qui est curieux, c'est que Bernard Williams ne cite pas Russell. À ma connaissance, le nom de Russell n'apparaît que dans une citation de Davidson. C'est tout à fait surprenant parce que Russell a manifestement anticipé déjà explicitement cette idée d'une tension qui existe entre ces deux exigences, l'exigence de vérité et l'exigence de véracité. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, ceci, un des effets du progrès de la science a été de développer dans des proportions considérables l'exigence de véracité, non seulement dans le domaine scientifique, mais également autant que possible dans tous les autres. Ce qui n'a pu se faire apparemment qu'au détriment de l'exigence de vérité. Autrement dit, en rendant beaucoup plus problématique et incertaine la possibilité même d'atteindre jamais la vérité. Ce n'est pas à l'assurance de posséder, au moins dans certains cas, une vérité qui présente toutes les garanties nécessaires et peut être considérée comme soustraite au doute, mais plutôt au scepticisme que semble avoir conduit finalement l'exigence de véracité. Vous voyez là-dessus ce passage très caractéristique. La science, dit Russell, qui a commencé comme la poursuite de la vérité, est en train de devenir incompatible avec la véracité, puisque la véracité complète tend de plus en plus à rendre complet le scepticisme. Donc oui, je n'exagère pas en disant que la problématique de Bernard Williams, donc dans le livre auquel j'ai fait allusion, est déjà clairement perçue par Russell. Il semble y avoir une espèce d'antinomie entre ces deux exigences, et ça se traduit dans le fait qu'en pratique, la science ne nous a pas procuré les certitudes que nous cherchions. On pouvait penser que la motivation principale qui amène à s'intéresser à la science, c'est la recherche de certitudes. C'est le contraire qui s'est passé. La science nous a conduit non pas à des formes de croyance supérieures à la croyance traditionnelle, mais dans l'esprit de Russell, avant tout à des formes d'incroyance. Des formes d'incroyance qui finissent par se révéler particulièrement insupportables. Donc, dit Russell, la science qui a commencé comme la poursuite de la vérité est en train de devenir incompatible avec la véracité, puisque la véracité complète tend de plus en plus à rendre complet le scepticisme. Quand la science est considérée de façon contemplative et non pas pratique, nous découvrons que ce que nous le croyons en vertu d'une foi animale, et ce sont seulement nos incroyances qui sont dues à la science. Donc là, il va très loin, parce qu'il dit, au fond, ce que la science nous a procuré, essentiellement, ce sont des incroyances. Ce n'est pas des croyances, on pourrait espérer mieux fondées que d'autres.
en particulier que celle de la religion, mais c'est peut-être davantage des formes d'incroyance. Quand, en revanche, donc ça c'est ce qui se passe quand la science est considérée sous l'aspect contemplatif, là nous avons un problème sérieux. Quand, en revanche, la science est considérée comme une technique pour la transformation de nous-mêmes et de notre environnement, on trouve qu'elle nous donne un pouvoir tout à fait indépendant de sa validité métaphysique. Mais nous ne pouvons exercer ce pouvoir qu'en cessant de nous poser des questions métaphysiques à propos de la nature de la réalité. Donc il faut cesser autant que possible de se poser la question que vaut exactement la science en tant qu'entreprise de connaissance de la réalité. Par conséquent, c'est seulement dans la mesure où nous renonçons, dit Russell, au monde en tant qu'amoureux de lui que nous pouvons le conquérir comme des techniciens. Mais cette division dans l'âme est fatale à ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Dès que l'on a pris conscience de l'échec de la science considérée comme une métaphysique, le pouvoir conféré par la science comme technique ne peut être obtenu que par quelque chose d'analogue à l'adoration de Satan, c'est-à-dire par la renonciation à l'amour. On ne saurait être plus clair. La science, à ses débuts, a été faite, estime Russell, par des hommes qui étaient des amoureux du monde. Il veut dire par là des hommes qui avaient adopté une attitude aimante, qu'on pourrait qualifier d'aimante à l'égard du monde, mais la science, malheureusement, pourrait finir par être essentiellement un instrument entre les mains de gens qui ne rêvent que de dominer le monde, et à qui l'idée de découvrir la vérité à son sujet est devenue à peu près indifférente. Une incertitude fondamentale pèse donc sur ce que sera la science de l'avenir, et par voie de conséquence sur ce à quoi ressemblera le genre de société que Russell appelle une société scientifique, Scientific Society, donc c'est le thème qu'il développe dans le livre que j'ai déjà cité de 1931, The Scientific Outlook, dans lequel il s'interroge sur ce que pourrait être une société dans laquelle la science jouera un rôle de plus en plus important dans toute une série de domaines de l'existence, l'économie, l'éducation, la politique, etc., etc. Il pourrait même s'avérer, admet Russell, il est tout à fait prêt à accepter cette idée, qu'aucune société scientifique n'est capable de stabilité et qu'un retour à la barbarie est une condition nécessaire de la continuation de la vie humaine. Mais en attendant, nous devons partir du présupposé que c'est bien vers ce genre de société que le monde s'oriente de plus en plus nettement. Russell est tout à fait préparé à l'idée que, par exemple, une société scientifique, au sens qu'il essaie de préciser, pourrait prendre un caractère de plus en plus orwellien. C'est un danger qui ne lui échappe en aucune façon. Mais enfin, encore une fois, il ne défend pas la science telle qu'elle est. Il défend ce qu'il vaudrait mieux appeler la méthode scientifique ou l'esprit scientifique, est à ses yeux quelque chose de complètement différent. J'y reviendrai dans un instant, si toutefois j'ai encore un peu de temps. Alors j'en arrive à la troisième question, qui est peut-être la plus importante. C'est celle des relations qui existent, ou que l'on peut être tenté d'établir entre la démocratie et l'importance de la question de la vérité. Pour ce qui concerne la question de la connexion qui est censée exister entre la démocratie, d'une part, et la primauté accordée à la question de la vérité par rapport à celle de la croyance, il vaut mieux dans tous les cas, d'après Russell, se passer de croyance que de croire des choses fausses, et d'autre part, la primauté qui est accordée à la méthode scientifique par rapport à d'autres méthodes comme méthode de production de croyances vraies. Alors sur ce point-là, non plus, Russell ne semblait pas avoir jamais eu beaucoup d'hésitation, ni éprouvé le besoin de modifier avec le temps ses convictions fondamentales. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage, « La tradition libérale dans laquelle j'ai été éduqué a encore, me semble-t-il, une immense importance pour le bien-être humain. Il est vrai que du côté économique, le développement de vastes organisations industrielles a nécessité une approche nouvelle du problème de la justice distributive, mais à d'autres égards, je n'ai trouvé aucune raison d'abandonner les idéaux dont j'ai été imprégné pendant ma jeunesse, liberté de parole, tolérance, démocratie et respect de l'individu autant que le permet le besoin de maintenir l'ordre public. Ces idéaux sont dans la sphère politique la contrepartie de la méthode scientifique dans la sphère intellectuelle, et là où l'un des deux est abandonné, l'autre souffre. C'est cette connexion entre la démocratie et la vision des choses scientifiques que je vais à présent m'occuper de rendre clair. Et comme vous voyez, l'essai s'intitule « Un plaidoyer d'un scientifique pour la démocratie ». Donc là, c'est un des nombreux passages où Russell affirme clairement et explicitement l'existence d'un lien entre la démocratie et ce qu'il appelle la vision des choses scientifiques. C'est d'ailleurs un lien qui est affirmé également, soit dit en passant, dans le livre de Bernard Williams, qui dit qu'il y a un lien entre les vérités scientifiques d'un côté, le respect accordé aux vérités scientifiques, qui veut dire
Ça ne veut pas dire simplement les vérités qu'on trouve dans les sciences, mais toutes les vérités qui ont été établies par une méthode qui peut être qualifiée au sens large de scientifique, donc contre les vérités de cette sorte, et la liberté politique. Lui aussi, donc, affirme l'existence d'un lien de cette sorte. Alors, quelle est la raison qui autorise à affirmer l'existence d'un lien de cette nature? Elle est essentiellement la suivante. Vous voyez ce que dit Russell sur ce point. Depuis l'époque de la Grèce ancienne, il y a toujours eu deux conceptions concernant la façon de produire des croyances vraies et deux conceptions correspondantes concernant la meilleure forme de gouvernement. Bien que ces deux controverses liées entre elles aient existé pendant plus de 2000 ans, elles sont aussi vigoureuses à l'époque actuelle que dans n'importe quelle période précédente. Là, je crois que Russell a tout à fait raison. La controverse entre ces deux conceptions est toujours aussi réelle et aussi vivante. Les deux façons de produire ce que l'on estime être des croyances vraies peuvent être distinguées comme le mode de l'autorité et le mode de la discussion et de la recherche. De la même façon, les deux formes de gouvernement sont celles de l'autorité et celle de la discussion et de la décision à la majorité. Que l'autorité soit celle d'un texte considéré comme sacré, d'un parti, d'un chef ou de quelque autre instance que ce soit, ne change rien sur le fond à cette différence cruciale. Russell soutient que, vous avez le passage sous les yeux, la connexion entre science et démocratie est plus étroite qu'on ne le pense parfois, et le lien ordinaire est l'insistance sur la discussion libre par opposition à l'autorité. Il dit aussi, vous avez également le passage sous les yeux, c'est un autre passage très caractéristique, le tempérament qui est requis pour faire de la démocratie un succès est dans la vie pratique exactement ce que le tempérament scientifique est dans la vie intellectuelle. C'est une demeure qui se situe à mi-chemin entre scepticisme et dogmatisme. La vérité, soutient-il, donc soutiennent en tout cas les gens qui sont dotés de ce genre de tempérament, la vérité ne peut pas être complètement atteinte, et elle n'est pas non plus complètement impossible à atteindre, elle peut être atteinte seulement à un certain degré, et cela uniquement avec difficulté. Quand c'est la méthode de l'autorité qui est adoptée comme étant la façon appropriée à la production de croyances vraies, les dissidents, soutient Russell, seront à peu près immanquablement traités tôt ou tard comme des insoumis et par conséquent, et seront punis par conséquent en conséquence. À ce propos, il faut noter que Russell aurait été très surpris, pour ne pas dire plus, par la façon dont certains critiques du totalitarisme ont présenté beaucoup plus tard le communisme soviétique comme une illustration exemplaire du genre de désastre auquel peut conduire le rationalisme lorsqu'il est appliqué jusqu'au bout de façon conséquente. On a beaucoup entendu ce genre de discours à l'époque de la nouvelle philosophie. Encore une fois, ça aurait beaucoup surpris Russell. En effet, pour lui, le communisme doit être considéré avant tout comme une religion et n'a rien à voir avec un système, enfin à peu près, disons, rien à voir avec un système de croyances acquises et défendues de façon rationnelle. Dans un petit texte qui est paru en 1921, qui s'intitule « The Essence and Effect of a Religion », donc l'essence et l'effet de la religion, il écrit ceci: « La croyance dans la science est différente de la croyance dans la religion. Les croyances dans la science ne sont pas des croyances auxquelles on adhère dogmatiquement. On ne devrait pas, en tout cas. Les objets de la croyance, aussi bien que les attitudes sous-jacentes, sont tout à fait différents. Nous pouvons avoir une attitude scientifique, soit une attitude religieuse à l'égard du même objet. Par exemple, le socialisme de Marx peut être ou ne pas être vrai scientifiquement, cependant, quand les gens croient en lui dogmatiquement, il devient une croyance religieuse. Dans le domaine pur de la science, comme en physique par exemple, la loi de la gravitation découverte par Newton a été présumée vraie jusque dans les années récentes. Nous pouvons croire en elle ou bien avec une ferveur religieuse ou bien avec une attitude scientifique. Si nous y croyons avec une attitude religieuse, en pensant que même les chiffres après la dixième place décimale, ne peuvent pas être changés, alors Einstein devrait être tué parce que sa nouvelle théorie de la gravitation est fondamentalement différente de celle de Newton. Newton lui-même était un scientifique, et bien qu'il ait formulé une théorie importante qui n'a pas été contestée pendant 3 siècles, il a adopté lui-même une attitude scientifique en croyant que, aussi exacte que puisse être sa théorie, elle pourrait être corrigée dans l'avenir.
bien des scientifiques adoptent une attitude scientifique. J'adore la formule, bien des scientifiques adoptent une attitude scientifique. Oui, il y aura un certain nombre, en effet, qui adoptent une attitude scientifique, mais Russell est plus que quiconque conscient du fait qu'un bon nombre d'entre eux, et très souvent, adoptent une attitude qui n'est pas du tout scientifique, mais qui s'apparente davantage à une attitude qu'il qualifierait de religieuse. Alors, la science, en quoi consiste exactement la supériorité de la science? Je pense que le point de vue de Russell est assez bien résumé dans le passage que vous avez sur l'écran. La science, dit-il, a développé une méthode de l'observation contrôlée, interprétée par le raisonnement méticuleux, qui, là où elle est applicable, a conduit à un accord général entre les gens compétents. Quand des controverses surgissent sur des questions scientifiques, comme cela se produit fréquemment, elles sont décidées tôt ou tard par la démonstration que le poids des éléments probants, toujours dit evidence, le poids des éléments probants se trouve d'un côté, et non en brûlant ou en liquidant ceux qui soutiennent ce qui est au moment considéré l'opinion de la minorité. Donc, affaire à des controverses, il y en a constamment, mais elles peuvent être décidées, elles sont généralement décidées sans violence. Dans la plupart des discussions qui ont lieu sur ce genre de questions, une incertitude fâcheuse pèse sur le sens qu'il faut donner exactement au mot « science ». Russell considère comme indispensable de distinguer entre la science comme complexe de discipline que tout le monde, complexe plus ou moins extensible, ça va sans dire, de discipline que tout le monde s'accorde plus ou moins à caractériser comme scientifique. Il faut distinguer donc entre ça et ce qu'on peut appeler l'esprit scientifique ou la tournure d'esprit scientifique. Orwell fait lui-même une distinction de cette sorte, dans un texte de 1945 intitulé « Qu'est-ce que la science ?» Et il observe que, vous avez le texte sous les yeux, donc il est clair, dit-il, que l'éducation scientifique devrait avoir pour but d'inculquer une tournure d'esprit rationnelle, sceptique et expérimentale. Ça devrait être ça le but de l'éducation scientifique. Est-ce que c'est le but qui est atteint par l'éducation scientifique? On peut en douter fortement. Mais c'est en tout cas, aux yeux d'Orwell, et bien sûr également de Russell, le but qui devrait être poursuivi. Alors, elle consisterait donc, l'éducation scientifique, en l'acquisition d'une méthode qui puisse être appliquée à tous les problèmes que l'on rencontre, et non en une simple accumulation de faits. Alors, je ne sais pas si Orwell pense lui-même sérieusement, ou si c'est une opinion qu'il attribue aux gens qui plaident pour le développement de l'éducation scientifique. Je ne sais pas s'il pense lui-même que la science se réduit à une simple accumulation de faits. Si c'est ça qu'il pense, c'est très regrettable. Mais ce qu'il constate, en tout cas, c'est que les gens qui plaident pour une extension de renforcement de l'éducation scientifique, à l'époque où il écrit, c'est-à-dire en 1945, sont souvent des gens qui, quand ils parlent de plus de connaissances scientifiques, veulent dire plus de faits. Ils parlent d'une accumulation, plus grande accumulation de faits. Évidemment, c'est à peu près aux antipodes de ce qu'il s'agit de développer réellement, c'est-à-dire ce qu'il appelle une tournure d'esprit rationnelle, sceptique et expérimentale, que l'on peut mettre en œuvre, encore une fois, sur toute espèce de questions. Donc, il ne va pas du tout de soi que la pratique de la science se traduit automatiquement par l'acquisition de ce que Russell considère lui aussi comme le plus important, à savoir une tournure d'esprit de l'espèce que Orwell qualifie de rationnelle, sceptique et expérimentale. Russell est le premier à souligner que les scientifiques peuvent très bien, dans les faits, adopter déjà à l'intérieur de leur propre science, et a fortiori en dehors d'elle, une attitude qui n'est pas du tout scientifique. Ce qu'il pense n'est sûrement pas, pour évoquer une question que soulève Orwell, ce qu'il pense n'est sûrement pas que les scientifiques allemands étaient en tant que scientifiques mieux armés pour résister à Hitler que les littéraires et les artistes, mais plutôt que les uns et les autres, s'ils avaient été capables de faire preuve de ce qu'on peut appeler un esprit scientifique plutôt que religieux, auraient été beaucoup plus enclins à résister et capables de le faire effectivement. Il y a, comme je l'ai indiqué dans l'esprit de Russell, une connexion non seulement entre la démocratie et la science, mais également entre la démocratie, la science et l'empirisme. Et plus précisément, pourrait-on ajouter, entre la démocratie, la science et l'empirisme logique, qui peut, de son point de vue, être considéré comme la philosophie la plus élaborée et la plus avancée de la science, et peut-être même de la philosophie tout court. Alors, il y a un passage que je voulais vous citer qui est assez connu, dans lequel Russell affirme tout à fait clairement l'existence d'une connexion entre l'empirisme comme philosophie et la démocratie. La seule philosophie, dit-il,
qui fournissent une justification philosophique de la démocratie et qui s'accordent avec la démocratie dans son tempérament intellectuel et l'empirisme. Locke, qui peut être considéré, pour autant que l'on parle du monde moderne, comme le fondateur de l'empirisme, rend clair la connexion étroite qui existe entre cela et ses conceptions sur la liberté et la tolérance, et son opposition à la monarchie absolue. Il ne se lasse jamais de souligner l'incertitude qui affecte la plus grande partie de notre connaissance, non dans une intention sceptique comme celle de Hume, mais avec l'intention de rendre les hommes conscients du fait qu'ils peuvent souligner, qu'ils peuvent être dans l'erreur et qu'ils devraient tenir compte de cette possibilité dans toutes les relations qu'ils ont avec des hommes qui ont des opinions différentes des leurs. Donc, je pense qu'un des effets normaux de l'empirisme devrait être de rendre les gens beaucoup plus tolérants et plus sociables, donc plus susceptibles d'éprouver les uns à l'égard des autres le respect qui convient. Alors si Russell avait eu l'occasion d'appliquer cette façon de voir les choses à la situation française, il aurait pu évidemment être tenté d'en conclure que le temps incomparablement plus long que dans un bon nombre d'autres pays, que la philosophie française contemporaine a mis à se réconcilier entièrement avec la démocratie, doit avoir un certain rapport avec la répugnance d'un type spécial que notre tradition philosophique éprouve généralement, toutes tendances confondues, à l'égard de l'empirisme. J'ai dit que Russell aurait été particulièrement étonné et, pourrait-on ajouter, également scandalisé, s'il avait pu vivre encore assez longtemps pour entendre le discours qui a été tenu en France par les nouveaux philosophes à la fin des années 70 et au début des années 80, d'où il ressortait qu'un des responsables principaux du totalitarisme soviétique en tout cas, qui était le seul auquel il s'intéressait vraiment, donc un des responsables principaux du totalitarisme, à leurs yeux, était l'athéisme. Et il en concluait que la réponse adéquate devrait consister, pour une part importante, dans un certain retour à la religion. Je n'ai pas besoin de vous dire, évidemment, qu'aux yeux de Russell, il s'agit d'une illusion absurde et infantile. L'article « Can Religion Cure Our Troubles » que j'ai déjà cité commence de la façon suivante, et vous allez voir que là, Russell est particulièrement clair. Le genre humain, dit-il, est dans un péril mortel, et la peur à présent, comme dans le passé, incline les hommes à chercher refuge en Dieu. D'un bout à l'autre de l'Occident, il y a une renaissance très générale de la religion. Les nazis et les communistes ont rejeté le christianisme et ont fait des choses que nous déplorons. Il est facile de conclure de la répudiation du christianisme par Hitler et le gouvernement soviétique. Il est facile de conclure donc que cette répudiation est en partie la cause de nos ennuis et que si le monde revenait au christianisme, nos problèmes internationaux seraient résolus. Je crois que c'est une illusion complète née de la terreur et je pense que c'est une illusion dangereuse parce qu'elle induit en erreur des gens dont la pensée pourrait sans cela être féconde et constitue de ce fait un obstacle à une solution valide. Voici la suite. La question qui est impliquée, dit Russell, n'a pas trait uniquement à l'état présent du monde. C'est une question beaucoup plus générale et une question qui a été débattue pendant de nombreux siècles. C'est la question de savoir si les sociétés peuvent comporter dans leur pratique une dose minimum suffisante de moralité si elles ne sont pas aidées par la religion dogmatique. Comme vous pouvez le constater, c'est une question qui est tout à fait actuelle. Je ne crois pas pour ma part que la dépendance de la morale par rapport à la religion soit de près ou de loin aussi grande que les gens religieux croient qu'elle l'est. Je crois même que certaines vertus très importantes sont plus susceptibles d'être trouvées parmi ceux qui rejettent les dogmes religieux que parmi ceux qui les acceptent. Je crois que cela s'applique spécialement à la vertu de véracité ou d'intégrité intellectuelle. J'entends par intégrité intellectuelle l'habitude de décider les questions très débattues en accord avec les preuves ou de les laisser indécidées là où les preuves ne sont pas concluantes. Cette vertu, bien qu'elle soit sous-estimée par presque tous les adhérents d'un système de dogme quelconque, cette vertu est selon moi de la plus grande importance sociale et beaucoup plus susceptible d'être bénéfique pour l'humanité que le christianisme ou n'importe quel autre système de croyance organisée. Il n'est pas nécessaire de souligner, je pense que tout comme Orwell, Russell déplore que la vertu dont il parle, c'est-à-dire la vertu qui consiste à essayer de décider autant que possible les questions litigieuses, les questions difficiles, par des preuves, et dans les cas où il n'y a pas de preuves, de se résigner à les laisser indécider. Donc cette vertu
est une vertu qui a une importance cardinale du point de vue social et politique. Et par conséquent, Russell, tout comme Orwell, déplore qu'elle en soit venue à être oubliée à ce point, au point où elle l'a été, par les intellectuels, qui, à partir d'un certain moment, ont donné l'impression de dépenser nettement plus d'énergie à justifier les manquements dont eux-mêmes ou d'autres membres de leur confrérie se rendaient coupables à son égard. Ils ont dépensé plus de temps et d'énergie à se justifier de ces manquements qu'à défendre explicitement la vertu en question. Est-ce que j'ai encore quelques minutes ou... Ah oui. Bon, non, je vais essayer d'abréger nettement. Donc, j'avais prévu qu'il y aurait toute une série de questions dont je ne pourrais pas vous parler. Alors, il y en a une, néanmoins, dont j'aurais aimé vous dire un mot, c'est celle qui est développée dans la partie que j'ai intitulée de l'arrogance à l'excès d'humilité. De l'arrogance à l'excès d'humilité, pourquoi la position de la science dans nos sociétés est-elle devenue à ce point inconfortable ? Et incontestablement, elle est devenue encore beaucoup plus inconfortable qu'elle ne l'était à l'époque où écrivait Bertrand Russell. Alors, je vais citer à nouveau, je vais laisser tomber le PowerPoint, et je vais vous citer à nouveau un passage de The Scientific Outlook, dont je rappelle que ça a été écrit en 1931. Russell dit ceci: notre époque est une époque qui substitue de plus en plus le pouvoir aux idéaux anciens. Donc c'est vraiment la science comme pouvoir qui a triomphé. Là-dessus, Russell va aussi loin que Feyerabend. Je crois même que Feyerabend n'a pas ajouté grand-chose à ce que Russell avait déjà dit. Quand Feyerabend dit que la science est devenue une espèce de gigantesque business, la science actuelle, une espèce de gigantesque business qui n'a plus grand rapport avec la recherche de la vérité, je pense que Russell était déjà parfaitement conscient de ce danger, et il pensait même que c'était un danger qui était déjà devenu une réalité. Donc notre époque, dit-il, est une époque qui substitue de plus en plus le pouvoir aux idéaux anciens, et cela se produit dans la science comme ailleurs. Alors que la science comme poursuite du pouvoir devient de plus en plus triomphante, la science comme poursuite de la vérité est tuée par un scepticisme que le savoir-faire des hommes de science a engendré. Que ce soit un malheur est indéniable, mais je ne peux admettre que la substitution de la superstition au scepticisme, prônée par un bon nombre de nos hommes de science les plus en pointe, serait une amélioration. Le scepticisme peut être douloureux et peut être stérile, mais au moins il est honnête et constitue un résultat de la recherche de la vérité. Peut-être est-ce une phase temporaire, mais aucune issue n'est possible en revenant aux croyances abandonnées d'une époque plus stupide. Donc, aux yeux de ça, il n'y a pas d'autre solution que d'accepter de ne pas savoir. Ce n'est pas le fait d'essayer de réintroduire des croyances qui, à ses yeux, on ne peut pas songer sérieusement à faire revivre, comme les croyances religieuses, ça ne peut pas constituer la solution. Alors, je voulais, si j'arrive à le retrouver, vous citer à ce propos un passage d'un livre d'un auteur qui s'appelle Lancelot Hogben, qui est cité par Russell lui-même. Il s'agit d'un livre qui a été publié en 1930. Je ne sais pas si je vais arriver à le retrouver, mais ce n'est pas très grave. C'est un livre dont le livre s'appelle The Nature of Living Matter, donc la nature de la matière vivante. Donc, encore une fois, c'est un livre qui est paru en 1930. Alors, c'est tout à fait fascinant. J'ai été fasciné en découvrant cet extrait cité par Russell, parce que Lancelot Hogben parle d'une ce qu'il appelle une attitude apologétique des scientifiques d'aujourd'hui. Une attitude apologétique des scientifiques qui passent leur temps à s'excuser de dire des choses qui pourraient risquer de porter atteinte aux croyances ordinaires, en particulier aux croyances religieuses. Alors je me suis dit, ça veut dire simplement que nous sommes en train de repasser par une phase qui a déjà existé probablement à plusieurs reprises, c'est-à-dire une phase dans laquelle, effectivement, on est passé de ce qu'on peut appeler une certaine arrogance à une forme peut-être de fausse humilité, je ne sais pas, mais en tout cas d'humilité excessive, dans laquelle on voit les scientifiques constamment gênés et préoccupés quasiment de s'excuser, d'affirmer des choses qui semblent entrer en contradiction directe avec les croyances les plus répandues, en particulier les croyances religieuses. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point. Je vais essayer de conclure. Simplement, je voudrais vous citer en conclusion, ça constituera une réponse à notre ami Jean Bricmont, à une question qu'il a posée ce matin. Je voudrais vous citer un passage de Bertrand Russell, à nouveau tiré du texte dont Jean-Jacques Rosa a déjà parlé assez longuement ce matin, Political Ideals, les idéaux politiques, dans lequel Russell dit ceci. Alors il déplore le fait, mais c'est un thème assez classique, que la défense de la liberté ait été largement discréditée auprès des intellectuels, en tout cas
le plus souvent des intellectuels de gauche, par la tendance qu'on a à assimiler la liberté au laisser-faire. C'est-à-dire, il dit on a tendance à assimiler la liberté, je cite, au laisser-faire à l'école de Manchester et à l'exploitation des hommes et des femmes qui est résulté de ce qu'on a appelé, en utilisant un euphémisme, la compétition libre. Donc, la liberté s'est trouvée de ce fait plus ou moins dévaluée aux yeux d'un bon nombre d'intellectuels qui se sont mis en tout cas à considérer que ce n'était peut-être pas la valeur qu'il fallait défendre en premier lieu. Alors sur ce point, je voudrais faire remarquer que Russell, pour sa part, prêche en tout cas le désengagement le plus grand possible de l'État sur toutes les questions qui peuvent être laissées entièrement à la libre appréciation des individus, qui sont, estime-t-il, bien plus nombreuses et s'étendent bien plus loin que ne le supposent généralement les gouvernements, même démocratiques, mais il ne plaide en aucune façon pour le désengagement de l'État en matière économique. Il dit ceci, toutes ces choses, bon, il parle des conséquences désastreuses du laisser-faire intégral, toutes ces choses étaient mauvaises et exigeaient une intervention de l'État. En fait, il y a besoin d'une augmentation immense de l'action de l'État. Il y a besoin d'une augmentation immense de l'action de l'État pour ce qui concerne les mots analogues qui continuent à exister. Dans tout ce qui concerne la vie économique de la communauté, pour ce qui est à la fois de la distribution et des conditions de production, ce qui est requis est plus de contrôle public et non pas moins. Plus dans quelle proportion, c'est une chose que je ne prétends pas savoir. En tout cas, vous voyez qu'il dit clairement qu'il y a toute une série de domaines dans lesquels il faut non pas moins, mais plus d'intervention de l'État. Alors, il y a peut-être encore un texte de Russell que j'aimerais citer, si vous me le permettez, qui donne une idée de ce qu'il aurait pu penser du genre de système politique dans lequel nous vivons, si on les juge en utilisant les critères que Jean-Jacques Rosa a mentionnés ce matin. Il dit ceci, notre système actuel est du gaspillage du côté de la production. Il parle de notre système à nous, pas du système soviétique. Notre système actuel est du gaspillage du côté de la production et il est injuste du côté de la distribution. Il implique une vie d'esclave soumis aux forces économiques pour la grande majorité de la communauté et pour la minorité, un degré de pouvoir sur la vie des autres qu'aucun homme ne devrait avoir. Dans une communauté bonne, la production des nécessités de l'existence serait un simple préliminaire à la partie importante et intéressante de la vie, sauf pour ceux qui trouvent un plaisir dans une partie du travail de production des nécessités. Il n'est en aucune façon nécessaire que les besoins économiques dominent l'homme comme ils le font actuellement. C'est une chose qui est rendue nécessaire en ce moment, en partie par les inégalités de richesse, en partie par le fait que les choses qui ont une valeur réelle, comme une bonne éducation, sont difficiles à acquérir, sauf pour les gens aisés. La propriété privée de la terre et du capital n'est pas défendable pour des raisons de justice ou parce que c'est un moyen économique de produire ce dont la communauté a besoin. Mais les objections principales contre elle sont qu'elle rabougrit la vie des hommes et des femmes, qu'elle inscrit une possessivité sans merci dans tout le respect qui est accordé au succès, qu'elle conduit les hommes à remplir la plus grande partie de leur vie et de leur pensée avec l'acquisition de biens purement matériels et qu'elle crée un obstacle terrible au progrès de la civilisation et de l'énergie créatrice. Russell, donc, est un défenseur inconditionnel du libéralisme politique, au sens qui a été expliqué dans les exposés antérieurs, mais sûrement pas un défenseur du libéralisme économique tel qu'il est généralement compris et défendu. Alors, je n'ai un nombre considérable de choses dont il aurait fallu parler et dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit grand-chose à l'exception de ce que je viens de suggérer, je n'ai pas dit grand-chose sur ce que Russell, s'il revenait aujourd'hui, après une absence de 40 années, puisqu'il est mort en 1970, donc il y a exactement 40 ans, je n'ai à peu près rien dit sur la façon dont il jugerait probablement la situation et l'évolution du monde contemporain. Mais j'en ai dit assez, je crois, pour que vous puissiez vous faire une idée tout à fait claire de l'étonnement et de la répugnance avec lesquels il considérerait les orientations actuellement dominantes. Le moins que l'on puisse dire est qu'il ne penserait sûrement pas que le monde dans lequel nous vivons évolue dans un sens qui est susceptible de le rapprocher un peu plus de la réalisation de ses espérances les plus fondamentales, de ses espérances à lui, à Russell, mais il dirait certainement plutôt que le monde actuel est en train de faire à peu près tout ce qu'il faut pour pouvoir être certain de décevoir radicalement les espérances en question. Je vous remercie de votre attention.
Bien, nous avons 5 minutes pour 2 ou 3 questions ou interventions. Jean Bricmont. Bon, je suis désolé si je pose encore une question, mais la fin de votre intervention me fait penser à une objection, je ne sais pas si vous la connaissez, mais que Keynes faisait à Russell. Keynes disait, et quand on lit Russell, et quand on lit les penseurs des Lumières, c'est la même chose, on a l'impression que l'humanité, depuis toujours, a été dans l'obscurité, c'est gouverné par des croyances irrationnelles, c'est soumise à des pouvoirs autoritaires, c'est complètement perdu, si vous voulez, dans sa façon de gérer ses affaires. Et quel espoir a-t-on que ça change? Quel espoir a-t-on que ça change? Qu'est-ce qui est le facteur? Quelle est l'agent, si vous voulez? Ça, c'est une question à laquelle Marx a essayé de répondre, et Keynes aussi, mais que les rationalistes n'ont pas toujours en tête. C'est quel espoir a-t-on que ça change? Parce que vous prêchez la vérité, la méthode scientifique, etc., mais vous savez vous-même, les philosophes français contemporains ne l'adoptent pas, par exemple. Et donc, quel espoir a-t-on qu'on passe pas toujours d'un irrationnel à l'autre? Vous savez, je n'ai pas cherché à défendre systématiquement les opinions de Russell, que je suis loin de partager sur certains points. Par exemple, je pense que sa position sur la question de la religion est quand même beaucoup trop simple et radicale, même si fondamentalement je l'approuve. Donc je pense que vous avez raison, mais lui-même était conscient de ça, c'est-à-dire qu'il s'est constamment demandé quels espoirs a-t-on réellement que ça va s'améliorer. C'est très frappant. En 1956, il avait donc 84 ans. Il dit textuellement « Je reste convaincu que le meilleur de l'histoire humaine est encore à venir ». Mais il y a d'autres moments, il doutait radicalement de ça. Et on voit très bien à quel point son attitude est ambivalente. C'est dans l'idée qu'il se fait du devenir de la science. C'est-à-dire, il affirme en principe constamment que plus la connaissance scientifique et la méthode scientifique prennent d'importance, plus il y a des chances que la démocratie se renforce, etc., etc. Mais en même temps, il est parfaitement conscient que ce qui a triomphé, c'est pas la science comme connaissance, c'est la science comme pouvoir. Et là, évidemment, tout d'un coup, il devient extrêmement pessimiste. Il est capable de devenir vraiment extrêmement pessimiste. Et il dit tout à fait sérieusement qu'il n'est pas du tout prouvé qu'une société scientifique serait une société viable. J'ai indiqué que, d'ailleurs, qu'il était tout à fait sensible à la possibilité qu'une société scientifique devienne de plus en plus orwellienne. Et j'ai été frappé par le fait qu'il y a un petit texte de lui que je ne connaissais pas, que j'ai découvert tout récemment, qui s'intitule Symptômes d'Orwell, Symptômes de 1984 d'Orwell, dans le monde contemporain, où il dit, c'est très remarquable, il dit c'est une erreur totale de croire que la description que donne Orwell du monde de 1984 s'applique essentiellement à la Russie. Ça s'applique tout autant chez nous. Et c'est le fait d'être inconscient de ça qui risque de nous acheminer encore plus vite vers un monde qui serait un monde de type orwellien. Or, si c'est cette évolution-là qui s'annonce, ça veut dire qu'une société qui est en principe au moins formellement démocratique, et où en outre la science joue un rôle extrêmement important, pourrait se transformer en un monde orwellien. Donc dans le cadre seul, c'est très compliqué. C'est quelqu'un qui peut être à la fois extrêmement optimiste et extrêmement pessimiste, et presque en même temps. Pascal, tu voulais... Françoise. Merci. Je voulais vous féliciter pour l'excellent exposé qui était très enrichissant. J'ai 2 questions. Je voulais savoir, d'après votre exposé, vous et la pensée de Bertrand Russell, est-ce que vous croyez à l'universel? Si oui, est-ce qu'il est donné ou c'est un projet? Excusez-moi, je ne vous ai pas bien compris. Il faudrait parler un peu plus fort. Parce que j'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit pour Russell, la vérité ne peut pas être complètement atteinte. Il ne peut être atteint que de façon imprécise. À cet égard, je voulais savoir quelle serait sa position vis-à-vis de l'universel. Est-ce qu'il croit à l'universel? Si oui, est-elle donnée ou est-ce un projet à bâtir ensemble? Et ma deuxième question a trait à, puisque Orwell rejette l'autoritarisme, est-ce qu'il serait pour le multiculturalisme ou non? Je vous remercie. Alors, la première question, ça demanderait un long développement épistémologique. Une chose que dit Russell, et sur laquelle il insiste beaucoup, c'est que la faiblesse principale de domaines comme la religion et la politique, c'est qu'on y ignore la notion de vérité approchée. Ça peut sembler une banalité. Ça va de soi, dit-il, pour les scientifiques, qu'il n'y a de vérité qu'approchée. Bon.
Rien n'est jamais totalement vrai. Bon, mais il dit ça, c'est une chose qui est impensable. Vous verrez jamais quelqu'un qui défend une doctrine religieuse dire c'est peut-être vrai, mais pas complètement vrai, etc. Là, à mon sens, je sais pas, ou bien il fait la bête, ou bien il est naïf, parce qu'on est bien obligé de se demander à quoi pourrait ressembler une vérité religieuse approchée. Imaginez un fondateur de religion qui présenterait une doctrine en disant ce n'est vrai que jusqu'à un certain point. Enfin bon, si on veut des vérités religieuses, c'est précisément parce qu'on veut des certitudes complètes. Bon, enfin, il me semble. Bon. Et en outre définitive et universelle. Alors, donc la question c'est, est-ce qu'il peut y avoir des vérités universelles? Oui, peut-être, mais pour quelqu'un comme Russell, les vérités universelles, qu'est-ce que ça peut être? Bon, peut-être des vérités comme les vérités mathématiques, mais comme les vérités mathématiques sont des vérités qui n'ont pas véritablement de contenu, parce que sur ce point, il est parti d'une position platonicienne radicale, pour en arriver à des positions qui consistent en gros à dire que une proposition mathématique vraie, ça consiste son contenu consiste dans le fait qu'on a trouvé le moyen de dire une chose d'une façon un peu différente. Donc oui, on a l'impression que les vérités qui seraient susceptibles d'être à la fois complètement exactes et complètement universelles, et totalement universelles, seraient des vérités privées de contenu, qui ne réussissent à être universelles que pour cette raison. Est-ce qu'il peut y avoir des vérités substantielles qui seraient réellement universelles? Ça, je ne sais pas trop. Alors la deuxième question, bon, est un peu plus compliquée, mais il n'y a aucun, si vous voulez, Russell n'a aucune espèce d'objection contre, ni Orwell d'ailleurs à ma connaissance, contre le multiculturalisme. Bon, tant qu'on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de convictions qui sont suffisantes pour permettre la vie en société, donc la vie sereine et pacifique, toutes les différences sont permises. Et Russell le dit très clairement. Il dit que nos sociétés souffrent d'un besoin excessif d'uniformité. C'est une formule qu'on trouve à différentes reprises chez lui. Donc il pense qu'on pourrait tout à fait, sans que ça constitue le moins du monde une menace pour la démocratie, tolérer des différences probablement individuelles et également des différences entre les groupes beaucoup plus importantes. Voilà. Une dernière question ou remarque, Pascal? Oui, ça concerne cette question de la croyance religieuse dont tu viens de dire qu'elle était un petit peu simpliste chez Russell. Il semble qu'il n'y ait pas du tout de place chez lui pour admettre l'idée que éventuellement la croyance religieuse pourrait être justifiée par des raisons qui pourraient être tout aussi, si je puis dire, cachères que celles qu'il considère comme bonnes, c'est-à-dire des raisons évidentielles ou des raisons, des preuves. Or, il se trouve quand même que dans la tradition théologique, il y a quand même eu pas mal de tentatives pour essayer de concilier foi et raison. Et que par ailleurs, quand on est un empiriste comme Russell, on devrait tout de même avoir une certaine attention au fait que les croyances ne sont pas nécessairement des croyances catégoriques, dans lesquelles qui soient vraies ou qui soient fausses, mais qu'elles peuvent avoir des degrés. Or, tu disais qu'il n'y a pas de croyances religieuses approchées, mais je peux te donner un démenti immédiat. Il y a un philosophe de la religion contemporaine qui s'appelle Richard Swinburne, qui a évalué à 70% les chances de l'existence de Dieu, en cumulant les données. Alors, ça peut paraître effectivement ridicule, mais il y a d'autres philosophes de ce genre-là. Alors, ma question c'est, est-ce que ces gens-là sont, selon Russell, des gens qui ont perverti ce que devrait être normalement la croyance religieuse, qui devrait obéir exclusivement à des critères de type fidéiste, du genre de celui que prêchait le cardinal Newman, qui vient d'être canonisé, ou bien est-ce que il y a place pour selon lui, pour une croyance religieuse qui pourrait aussi correspondre au canon de la croyance qu'il espérait? Alors, je suis très frappé de voir que tu m'as parlé de philosophes de la religion qui défendent ce genre d'idées. Tu m'as pas parlé de religieux, d'hommes religieux ordinaires, de prêtres, de gens comme ça. C'est des philosophes de la religion qui sont prêts à dire ça, qu'il y a une probabilité de temps pour que telle ou telle affirmation religieuse soit vraie. Mais je ne sais pas ce que dirait un homme. Enfin, j'ai été moi-même un homme très religieux, comme tu sais peut-être. J'aurais jamais accepté ça. Si on m'avait dit il y a 80% de chances que ce soit vrai, ça perdait tout intérêt. Enfin, pas du tout, au contraire. Il est vrai que moi, je suis d'une vieille génération, tu comprends. Je suis pas absolument certain de ça, parce que, par exemple, toutes les controverses sur le créationnisme, oui. Il y a des pseudo-arguments scientifiques, bien entendu, mais enfin, les gens qui ont ces pseudo-arguments croient quand même bien donner quelque chose comme des preuves. Quand ils vont dans des parcs où ils voient des dinosaures qui ont été créés en 6 jours. Oui, bon.
Peut-être, non, mais je crois qu'il là aussi, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer leur conviction, si tu veux, ce qui caractérise la conviction qu'ils ont, puis ce qu'ils disent quand ils sont obligés de se prêter à une discussion avec d'autres, où là, effectivement, ils se sentent obligés de fournir quelque chose qui ressemble à des preuves. La preuve ultime étant ce qui est écrit dans la Bible. Pour eux, effectivement, c'est une preuve. Bon, donc tu penses en fait que la croyance religieuse, selon Russell, mais aussi selon toi, est toujours une espèce de self-deception? Alors, le problème avec Russell, c'est qu'il pense réellement, et là je pense que c'est difficile de lui donner complètement raison, il pense que la religion ne repose sur aucune forme d'argumentation rationnelle, mais uniquement sur des émotions, et plus particulièrement sur la peur. Il n'est pas contre, j'ai eu l'occasion de le dire, et Dieu sait s'il reconnaît tout à fait l'importance de l'aspect émotionnel, et de la part que l'émotion occupe dans la vie humaine en général et dans la vie intellectuelle en particulier. Mais en ce qui concerne... Alors, il y a des émotions qui sont à la base du christianisme. Dieu sait s'il était hostile au christianisme. Il y a des émotions dont il pense qu'il faut les préserver. Par exemple, une idée qui est tout à fait aux antipodes du postmodernisme, précisément, qui consiste à accepter l'existence d'un monde qui n'a pas été créé par nous, sur lequel nous n'avons pas de prise directe, dans lequel des choses sont vraies ou fausses indépendamment de nous, c'est-à-dire une attitude qui consiste à accepter l'existence d'une réalité qui nous transcende, qui est largement indépendante de nos désirs et de nos aspirations. Par exemple, ça, c'est le genre d'émotion dont il pense qu'il faudrait essayer de la préserver. Donc, il pense que, pour dire les choses un peu brutalement et un peu sommairement, il faudrait réussir à se débarrasser du christianisme, mais pas nécessairement des émotions, en tout cas de toutes les émotions qui lui ont donné naissance, à l'exception d'une seule, à savoir la peur. Et ça aussi, c'est très contestable. Par exemple, on peut remarquer que Wittgenstein, lui, fait une différence très nette sur ce point-là entre la religion et la superstition. Il dit la superstition repose sur la crainte ou sur la peur, la religion repose sur la confiance, qui est quelque chose de tout à fait différent. Donc il y a énormément d'objections qu'on peut faire contre ce qu'affirme Russell, et je serais prêt à en faire moi-même un certain nombre. En revanche, il y a un point sur lequel je ne ferai sûrement pas d'objection, c'est quand il dit le remède au scepticisme actuel ne peut pas consister dans un retour à la croyance. Ça, je ne crois pas ça un seul instant. Là, je pense qu'il a entièrement raison. Et là, je sais bien que je vais à l'encontre d'une opinion qui est largement dominante, qui est même dominante de façon écrasante. Mais je pense que nous sommes dans une phase dont probablement nous sortirons un jour, de même que probablement un jour les scientifiques reprendront un peu confiance en eux et se sentiront plus nécessairement obligés d'adopter ce que Lancelot Hogben appelait l'attitude apologétique. Enfin, c'est une espérance, rien de plus. Je n'ai pas de certitude. Bien, je crois que nous allons interrompre là ce débat pour continuer le colloque. Et je vais demander